Orateur magnétique, on a dit de lui qu'il était le député de l'Assemblée nationale qui maniait le mieux la langue française. Son éloquence légendaire a souvent ébranlé ses adversaires, surtout à la période des questions. Bonjour, M. Brassard. Bonjour, M. Morin. En revenant à Meech, on se souvient de l'échec de juin 90. M. Bourassa fait une déclaration en Chambre. Désormais, le Québec est une société distincte, etc. Est-ce que vous avez cru un moment qu'il était devenu souverainiste? Jamais, jamais, jamais. Jamais cru, non. Moi, j'ai toujours... j'avais beaucoup d'estime pour M. Bourassa, soit dit en passant. Je l'estimais bien, je le respectais. D'ailleurs, dans les relations interpersonnelles, c'est un homme extrêmement chaleureux, hein, puis plein d'humour. Il était très aimé de ses députés aussi, M. Bourassa. Il y avait une grande loyauté de la part des députés libéraux à l'endroit de M. Bourassa. Donc, mais ce n'était pas l'image publique qu'il projetait, cependant. Il projetait l'image publique d'un personnage politique terne et froid et distant, ce qui n'était pas le cas en réalité. Bon, enfin, donc, non, moi, je ne le croyais pas du tout. Donc, j'ai toujours été persuadé que M. Bourassa était un fédéraliste convaincu et qu'il n'a jamais abandonné ses convictions fédéralistes. Jamais, jamais. Que jamais il a été tenté par la souveraineté. Mais comme à partir du moment où Meech échoue, là, il y a dans l'opinion publique, chez les Québécois, beaucoup de colère. Hein, ils ont le sentiment d'avoir été humiliés. De ressentiment. Il y a beaucoup de ressentiment. Ce qui fait en sorte que l'adhésion à la souveraineté a connu une remontée assez phénoménale. Hein. Dans certains sondages, là, où ça dépassait presque les 60 % d'adhésion à la souveraineté. Bien, c'est sûr que ça s'expliquait par le climat, là, puis par les sentiments que ressentaient les Québécois face à ce qu'ils considéraient comme étant une véritable trahison de la part du Canada anglais. Mais moi, je n'ai jamais cru que M. Bourassa allait cesser d'être fédéraliste pour tout ça. Sauf que, compte tenu de la situation, puis de cette réalité-là, il lui fallait gagner du temps. Et ça, il était très fort là-dessus. Pour gagner du temps, M. Bourassa était très fort. Mais vous avez réussi à le coincer dans ce qu'on a appelé l'affaire Will and Me. Ouais. Qu'est-ce qui s'est produit? On se retrouve avec un enregistrement d'une conversation entre deux de ses conseillers, Mme Willemny, mais aussi André Tremblay, qu'on l'a appris par la suite. Un juriste, conseiller juridique, un constitutionnaliste. Là, vraiment, j'ai été estomaqué du contenu. Si c'était vrai, si c'était les conseillers de Robert Bourassa, ils se parlaient entre eux, ils s'étaient appelés. Comment cet enregistrement, cette conversation téléphonique a-t-elle été enregistrée? Par qui? Je ne le sais pas encore aujourd'hui. Je l'ignore. Bon. Mais c'était ça. Et la phrase terrible là, qui va avoir un effet extraordinaire par la suite, c'est « on s'est écrasé ». C'est ça que André Tremblay dit à Mme Willemny, ou l'inverse. Je pense que c'est Mme Willemny qui dit à André Tremblay, « on s'est écrasé, on s'est effondré, on a accepté des choses là, qui font que Meech est complètement dilué. » Et là, on décide d'intervenir en chambre là-dess. Alors là, on fignole une question. Puis là, je me lève, puis je pose la question à M. Bourassa. Est-ce que, je ne me souviens plus les termes exacts, là, mais ça allait dans le sens de dire, est-ce que le premier ministre est assuré de l'appui de ses
proche conseiller constitutionnel sur l'accord de Charlottetown. Est-ce qu'il peut compter sur leur appui? Ah, quand il s'est levé, là, je voyais dans son regard qu'il se demandait bien où j'allais, là. C'était quoi? Ça venait d'où, ça, cette question-là, sur mes conseillers politiques? Là, il était vraiment décontenancé. Il a répondu vaguement, mais on voyait là, que il se demandait bien qu'est-ce qui se passait. Là, vraiment, là, il a été très ébranlé, là. Vraiment, là, je l'ai senti complètement là, dans les câbles à ce moment-là. Et ça a permis, ça a fait en sorte qu'on a obtenu le rejet massif lors du référendum de l'accord de Charlottetown. Est-ce que vous avez cru à la commission Bélanger-Campeau, vous? J'ai cru, j'ai pensé à cette époque-là, puis je le pense toujours, que c'était une bonne tribune pour permettre de faire un débat, puis permettre aussi aux Québécois de se faire entendre sur la question de l'avenir du Québec. Mais au fond, je savais très bien que, compte tenu de sa composition, des consensus unanimes étaient, à toute fin pratique, impossibles. Hein? Et forcément, M. Parizeau et M. Bourassa avaient conjointement négocié la composition de la commission Bélanger-Campeau, et c'était très partagé, c'était divisé en deux. Hein? Il y avait le camp souverainiste, avec les non-alignés autour de Lucien Bouchard, puis de Gérald Larose, puis il y avait les députés du Parti québécois dont je faisais partie. Et puis de l'autre côté, bien, il y avait les députés libéraux, puis les députés fédéraux, et puis les gens d'affaires. Bon, alors c'était deux camps. Alors, mais ça a permis de gagner du temps, ça, M. Bourassa. Et quand est arrivée la recommandation de la commission Bélanger-Campeau, qui disait, bon, tenir un référendum sur la souveraineté à telle date, là, quelque part en automne 92, là, M. Bourassa a commencé à se ménager des portes de sortie. Puis là, c'est à ce moment-là qu'il a dit, ouais, d'accord, oui, on est d'accord pour la recommandation, mais le gouvernement garde toute sa marge de manœuvre. Et quand on regarde le rapport de la commission Bélanger-Campeau, on se rend compte que tout le monde a signé, mais tout le monde a des addendums. C'est plein d'addendums, là. Alors, M. Bourassa signe, mais voici quand même mes remarques. Nous aussi, l'équipe des souverainistes députés du Parti québécois, on a signé, mais avec un certain nombre de remarques, un addendum. Alors, c'était rempli d'addendums. Il y a toute une partie addendum dans le rapport de la commission qui fait en sorte que ça apporte des nuances sur la recommandation principale de tenir un référendum sur la souveraineté. Il fallait passer une loi. Alors là, c'est là qu'il a fait adopter la loi 150, qui prévoyait un référendum sur la souveraineté. Et il y a plusieurs qui n'ont pas compris ça. Comment ça se fait que le Parti québécois a voté contre la loi? On a voté contre la loi 150. Et je l'explique d'ailleurs dans l'heure qui m'était réservée pour... Dans le débat sur cette loi-là, je m'explique très bien pourquoi le Parti québécois, parce qu'il y a des gens qui se disaient, des Québécois, même des militants du Parti québécois qui nous disaient, oui, mais comment ça se fait que vous votez contre ce projet de loi-là? Il prévoit un référendum sur la souveraineté. Alors, il fallait leur expliquer, oui, peut-être, mais M. Bourassa s'est gardé tellement de portes de sortie que ça n'a aucune signification. Donc, sans amendement substantiel aux dispositions ajoutées par le gouvernement. Entre autres, biffer tous les considérants de son cru, tel qu'exposé par le ministre tout à l'heure, mais il semble bien qu'il y tient drôlement. Mais si on ne biffe pas ces considérants, et si on ne met pas en place des commissions qui fonctionnent selon les us et coutumes du parlementarisme, nous, on le dit, je le répète, nous voterons contre ce projet de loi 150, sans remords et sans angoisse et sans regret. Nous ne voulons pas être les complices d'un détournement de consensus. Nous ne voulons pas être la caution d'une démarche proposant une autre dernière chance, la 15e, la 16e du fédéralisme, et qui débouchera inéluctablement sur un autre échec
puis qui finira dans les sables mouvants de la parlotte constitutionnelle. Nous n'en voulons pas, ou qui pourrait encore aboutir à une entente à rabais contraire aux intérêts du Québec. Alors, notre position, si je peux la résumer très brièvement, Monsieur le Président, c'est non merci, no thanks. Bravo. Une autre élection se profilait inévitablement en 1994, c'était la limite. Comment vous êtes-vous préparé à cette nouvelle campagne électorale? Ah, on s'est bien préparé. Je pense que le parti avait bien fait les choses, avec une plateforme électorale, puis surtout M. Parizeau, qui avait à ce moment-là, je pense, pris les choses en main, assumait un leadership incontesté et incontestable. Et puis, surtout, évidemment, il y avait cet engagement dans notre programme de tenir un référendum, un nouveau référendum sur la souveraineté le plus rapidement possible. Pour M. Parizeau, c'était dans l'année ou les 15 prochains mois qui suivaient la prise du pouvoir. Alors donc, les Québécois étaient parfaitement au courant, il n'y avait pas d'ambiguïté possible. Et à partir de là, évidemment, la victoire est survenue. Il faut dire que le gouvernement libéral avait vu sa cote aussi de popularité diminuer considérablement. M. Bourassa était parti. Il n'était plus là. À cause de maladie, on le sait, il était malade. C'est Daniel Johnson qui prend la relève. Il n'a pas réussi à obtenir un troisième mandat, ce qui est toujours extrêmement difficile dans une démocratie, obtenir un troisième mandat. Donc, on se retrouve au pouvoir, mais avec un pourcentage de vote, évidemment, qui était peut-être pas aussi élevé qu'on l'aurait espéré. Mais on se retrouve au pouvoir. M. Parizeau devient premier ministre et évidemment, un de ses objectifs, c'est de préparer la tenue d'un autre référendum sur la souveraineté. Mais ça change des choses dans votre vie, vous, comme parlementaire, comme député. Vous retournez au pouvoir. Ouais. M. Parizeau vous nomme à l'environnement, entre autres, et à la faune. Est-ce que vous étiez à l'aise là-dedans ou si vous auriez préféré... Bien, je dois admettre, puis c'était pas un secret à l'époque, je dois admettre que je n'étais pas très content là, de ce qu'il m'offrait, que j'ai pris, parce que on était en début de mandat, c'était pas le temps de faire des manières. Alors donc, j'ai accepté, mais c'est sûr que c'était pas un ministère que j'aurais souhaité personnellement Quelle raison? Assumer. Les relations difficiles avec le mouvement écologique? Oui, l'environnement, ça a toujours été un ministère difficile pour quiconque assumait ce ministère-là, parce que la mouvance écolo, les groupes écolos sont extrêmement exigeants, absolument, quasiment impossible de les contenter, de les satisfaire. Ils ont toujours des revendications extrêmes, pour ne pas dire extrémistes, ce qui fait qu'un ministre de l'Environnement, malgré toute la bonne volonté qu'il peut avoir, puis moi, comme d'autres, là, est incapable de les satisfaire pleinement. Alors donc, ça fait un contexte de fonctionnement ministériel qui n'est pas très, très agréable. Il y avait ça. La faune, ça, j'adorais ça. J'avais déjà assumé cette fonction-là comme ministre du loisir, de la chasse et de la pêche en 84-85. Ça, j'aimais beaucoup ce secteur-là d'activité, mais pas vraiment l'environnement. Mais j'ai assumé quand même. Plusieurs, à l'époque, m'auraient vu, dans les médias, entre autres, m'auraient vu à l'éducation. C'est vrai que j'avais repris du service de ce côté-là. J'étais devenu porte-parole en matière d'éducation dans les 2 dernières années du mandat. Alors, je m'étais de nouveau familiarisé avec les dossiers d'éducation, puis je ne vous cacherai pas que j'aurais aimé ça, me retrouver ministre de l'Éducation. Mais durant cette année-là aussi, c'est... la préparation du référendum. Voilà. Alors, comment vous avez... Est-ce que la commande était trop grosse de tenir ça dans la première année? C'est toujours une question qui va demeurer en quelque sorte en suspens. Est-ce qu'on aurait
dû le tenir quelques mois plus tard, hein, plutôt qu'au moment où on l'a tenu, à l'automne 95. Bon, la question va perdurer, là, puis on ne pourra jamais y apporter une vraie réponse. Est-ce que vous aviez des indices qui vous permettaient d'espérer, de croire que le oui pouvait l'emporter? Écoutez, les sondages du début, là, au moment où près du déclenchement de la campagne référendaire, les sondages du début n'étaient pas très, très, très bons. Pendant la campagne, ça s'est mis à bouger pour aboutir aux résultats qu'on connaît. Il y a eu toute la question aussi à ce moment-là du rôle de Lucien Bouchard dans la campagne électorale. Au début, il ne jouait pas un rôle clé. C'était M. Parizeau qui occupait le devant de la scène. Et ce n'est qu'aux 2 tiers de la campagne que, là, M. Bouchard est apparu vraiment là, comme un acteur majeur, est apparu à l'avant-scène de la campagne référendaire. Bon. Moi, je pense qu'on aurait dû lui faire une place importante dès le départ. Mais question de personnalité, puis c'était toujours délicat, hein, c'est sûr. Il ne fallait pas non plus blesser la fierté et l'amour-propre de M. Parizeau. C'était pas non plus souhaitable. Donc, c'était délicat comme situation, mais moi, personnellement, je pense qu'on aurait dû lui faire une place majeure dès le début de la campagne. Est-ce que ça aurait changé les résultats? Peut-être pas, mais on aurait mis à ce moment-là toutes les chances de notre côté. Et votre déception le soir de la défaite, est-ce qu'elle était plus grande que celle de 80? Moi, je pourrais dire que oui. Je pense que j'ai été plus déçu en 95 qu'en 80. Pourquoi? Parce qu'il manquait si peu pour l'emporter. En 80, écoutez, là, il y avait 20 points d'écart entre les deux partis. Bon, 40, 60, il y avait 20. C'était beaucoup, là. On aurait pu imaginer toute une autre campagne là, pour combler cet écart-là. Là, c'était pas possible. Mais en 95, là, vraiment, c'était tellement mince. 40 000 voix qui nous séparaient d'une victoire. C'était dur à encaisser. Là, c'est à cause de ça. Mais est-ce que vous avez cru à ce moment-là, bien, du temps s'est passé depuis ce temps-là, mais est-ce que vous avez cru à ce moment-là que c'était fini ou qu'il fallait encore très rapidement avec lui, dans les prochains mois, relancer un autre référendum? Moi, j'ai cru pendant un bon moment que, après le départ de M. Parizeau, l'arrivée de Lucien Bouchard à la tête du gouvernement puis du Parti québécois, j'ai cru que, compte tenu de son charisme, de sa popularité très, très élevée dans la population, chez le peuple québécois, j'ai cru à un moment que peut-être qu'on n'aurait pas à attendre aussi longtemps qu'on l'avait fait entre le premier et le deuxième, 15 ans. Aviez-vous prévu la démission de M. Parizeau le lendemain du référendum? Moi, non. Moi, je suis sûr, je n'étais pas dans le secret des dieux là, à cet égard-là. Je savais, on l'a su par la suite, qu'il avait donné une entrevue à une télévision, je pense à TVA. Et donc, l'entrevue était en cassette, là, toute pour diffusion ultérieure. Et dans cette entrevue-là, on a su par la suite qu'il avait dit à l'intervieweur que si on perdait le référendum, qu'il n'y avait plus de raison de demeurer là, qu'il allait partir. Probablement qu'il disait ça à ce moment-là parce qu'il y avait beaucoup d'espoir de l'emporter. Mais alors, après la défaite, donc, il était un peu coincé, là. Mais c'était pas surprenant non plus de la part d'un homme comme M. Parizeau, pour qui ce qui comptait en politique, pour lui, c'était de faire l'indépendance du Québec, de faire la souveraineté du Québec. Arrive Lucien Bouchard pour succéder à M. Parizeau. Bon, il est de la même région que vous. Est-ce que ça changeait beaucoup de perspective dans votre carrière politique, l'arrivée de Lucien Bouchard? Oui, moi, je peux dire maintenant que la période de ma carrière politique sous Lucien Bouchard, avec Lucien Bouchard,
c'est en quelque sorte l'apogée de ma carrière politique, de mes 25 ans de vie politique. Parce que, vous le disiez, il était député du même comté que moi, ou à peu près, lorsqu'il était au fédéral. On l'avait aidé à se faire élire, même comme député conservateur, on l'avait aidé. Mon organisation, qui était une organisation très, très, très forte dans le comté Lac-Saint-Jean, on lui avait prêté main forte pour se faire élire comme député conservateur. Quand il est, quand il est passé au Bloc, alors c'est évident, en plus de ça, là, nos organisations étaient enchevêtrées l'une dans l'autre. Puis on a développé une grande complicité. Puis aussi des relations d'amitié, il faut quand même le dire. Donc, ça a changé beaucoup, l'arrivée de Lucien Bouchard, pour moi, dans ma carrière politique, parce que je me retrouve là avec un premier ministre avec qui j'ai une relation d'amitié et de confiance totale. Je lui fais confiance de façon totale, et lui aussi. Et il va me confier à ce moment-là aussi des responsabilités importantes au sein de son cabinet. Justement, vous parlez de responsabilité au Conseil des ministres. C'est au transport, je crois, qu'il vous nomme. Mais là, presque dans les semaines et les mois qui ont suivi, c'est l'opération déficit zéro, compression budgétaire, une commande assez difficile de réaliser tous les projets ou enfin les besoins au ministère des Transports. Comment vous avez réussi? Ça a été très dur pour tous les ministères. Mais j'y ai échappé au transport de la façon suivante. C'est que on a convenu avec le ministère des Finances de créer un fonds routier, un fonds spécial. On l'a fait créer par une loi que j'ai fait adopter à l'Assemblée nationale et qui permettrait à ce moment-là de financer les travaux routiers d'envergure, construction de ponts, de routes, réfections majeures, par voie d'emprunt. À partir du moment où on finance par emprunt, donc il s'agit de prévoir un service de dette seulement, prévoir des ressources pour le service de dette. Alors donc, ça réduit considérablement les dépenses puisqu'elles sont étalées par voie d'emprunt sur plusieurs années. Alors, ça m'a permis non seulement de maintenir le niveau des travaux routiers au Québec, mais de les augmenter. J'ai pu en augmenter le volume. Alors, pendant que mes collègues ministériels suaient sang et eau pour faire leur compression budgétaire puis répondre aux commandes du Trésor, moi, je pouvais, à l'aide de cette façon de faire, maintenir et même augmenter le volume des travaux routiers, au grand plaisir des députés, d'ailleurs. Mais c'est un peu un traitement de faveur que M. Bouchard vous a fait de vous permettre de créer ce fonds-là. Oui, bien, il a accepté. Il a accepté, effectivement, parce qu'il aurait pu refuser puis dire non, on continue comme avant, tout va se payer année par année. Mais il a accepté, les finances aussi. Vous êtes fier de cette réalisation-là. Qu'est-ce que vous avez réalisé aussi au transport que vous voulez qu'on se souvienne? Bien, moi, je pense, d'abord, sur le plan législatif, j'ai fait adopter des modifications majeures au Code de sécurité routière à l'époque. En particulier, on a resserré les contraintes concernant la conduite avec faculté affaiblie. C'est à ce moment-là aussi qu'on a introduit un processus graduel pour obtenir le permis, surtout pour les jeunes, qui existe encore aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, les jeunes, ils ont 1 an de permis probatoire. Pendant 1 an, ils doivent conduire des automobiles uniquement accompagnés d'un adulte. Toutes ces dispositions-là, on les a introduites à cette époque-là. Alors, on a fait une refonte assez substantielle. Ça a pris du temps, d'ailleurs. Ça a pris au moins 2 ans là, à aboutir du Code de la sécurité routière. En termes de travaux routiers, bien, on a fait beaucoup de choses là, à cette époque-là. Moi, entre autres, dans ma région, j'ai failli compléter Alma-Labé, l'autoroute Alma-Labé, reliant Alma à Labé. Le contournement de Jonquière, on l'a fait à ce moment-là. J'ai fait bien des choses aussi. Je me souviens également d'un projet intéressant. À l'époque, c'était la réfection du boulevard Sainte-Anne. Le boulevard Sainte-Anne, c'est une des routes les plus meurtrières au Québec. C'était effrayant. Là. Entre le Mont-Sainte-Anne et Québec. Oui, oui, tout à fait.
Et à ce moment-là, on avait trouvé la solution, puis on l'avait mis en branle, et on l'a réalisé. C'était la solution, c'était des giratoires là, au carrefour, aux intersections. On faisait des giratoires, donc ça permettait à ce moment-là de réduire considérablement les possibilités d'accidents puis de collisions frontales, et bien d'autres projets aussi à l'époque, et puis aussi surtout la côte des éboulements. Ça a été toute une histoire également, ça. On se souvient de l'accident mortel, l'autobus, qui a plus de presque 40 morts, 40 victimes d'un coup. C'était effrayant, une véritable tragédie. On a eu des difficultés de parcours parce que c'est là que j'ai eu ma première confrontation avec les mouvements écolos qui s'opposaient au projet de réfection de la côte parce que ça allait faire une cicatrice épouvantable dans un patrimoine naturel mondial. Bon, enfin, les trémolos, le discours alarmiste, puis les écolos, puis les bourgeois qui prenaient leurs vacances dans Charlevoix se sont ligués ensemble pour s'opposer à la réfection de la côte. Ils réclamaient, des audiences publiques devant le BAP, enfin. C'est allé en cour supérieure, c'est allé en cour d'appel, parce qu'ils sont allés devant les tribunaux pour m'arrêter d'aller de l'avant. Ils ont perdu devant les deux tribunaux. Et à partir de ce moment-là, on a pu réaliser la côte, construire la côte des éboulements, la nouvelle côte des éboulements, avec un appui massif de la population. Là. Je vous remercie, M. Brassard. C'est moi qui vous remercie, M. Morin.